Qui est ce soir 4ème de Ligue 1, les amis? Eh bah oui, c'est l'Olympique Lyonnais. Salut à tous les gones, c'est Mickey, on se retrouve pour le débrief du match entre l'OL de Paulo Fonseca et le LOSC de Bruno Genesio. J'espère que tout le monde se porte bien. Victoire de l'Olympique Lyonnais, 2-1 au terme d'un match qui, oui, n'est pas parfait en tout point. Il y a plein de trucs à redire, justesse technique, le déchet, le manque de profondeur. Il y a tellement de trucs à dire, mais on s'en fout. L'essentiel, c'est le top 4, les 3 points, et l'OL qui est peut-être en train de confirmer qu'on peut, oui, vraiment envisager la qualif en LDC via le top 4 en Ligue 1. Les gones, avant de commencer, pensez au petit pouce pour cette victoire qui fait vraiment très plaisir. Pensez aussi à commenter, me dire vos différents points de vue sur le match, pensez à vous abonner. Et enfin, à activer la cloche si vraiment vous aimez le contenu et si vraiment vous êtes très heureux de la victoire de l'OL sur ce match contre le LOSC. On commence par l'histoire du match et retour sur la compo de l'OL. Ce 4-2-3-1 virtuel qui en fait n'est pas un 4-2-3-1, qui évolue tellement au cours du match. Alors, dans les cages, Lucas Perry à gauche, Tagliafico, Niakate, Mata pour la charnière centrale, Maitland-Niles à droite, Tessman, Matic en pivot double. Dans un rôle de meneur excentré, demi-espace gauche, Thiago Almada. Dans l'axe comme 8 de soutien, Corentin Tolisso, à droite Ernest Nuama et en pointe Alexandre Lacazette. Ça, comme souvent je le dis, c'est la théorie, c'est le 4-2-3-1 théorique sur le papier pour Paulo Fonseca. Maintenant, dans l'animation, on était plus sur une forme de losange, une forme de, de 3-5-1-1, pour faire simple, avec dans le cœur du jeu beaucoup de joueurs. Donc si je reviens à l'animation, une animation vraiment très axiale, beaucoup de joueurs dans le cœur du jeu, Thiago Almada, Tolisso, Cherki, Matic, Tessman, ça fait quand même beaucoup de monde dans très peu d'espace. Alors ça, c'est, je pense, un plan qui était volontaire de la part de Fonseca, parce qu'en fait, côté lillois, dans le 4-2-3-1 de Bruno Genesio, côté lillois, aussi bien Haraldsson que Bakker ou David sont des joueurs qui aiment bien se réaxer et venir créer du surnombre dans les petits espaces pour combiner et faire mal. Et ça, je pense que Fonseca le sait mieux que tout le monde, parce qu'il a coaché ce LOSC-là durant 2 saisons, et les grands principes du LOSC que l'on voit aujourd'hui sont les principes hérités de Paulo Fonseca. Donc ça, il l'a vu, il le sait mieux que nous, et je pense qu'il a voulu adapter un petit peu ce que l'on a pu faire à ce que Lille fait de bien. Alors il faut le dire aussi, ce plan de départ, malheureusement, quand tu perds Nuama au bout de quelques minutes de jeu, eh ben ton plan, il est un petit peu escamoté, ça c'est sûr. Et il faut dire aussi que dans le projet de jeu de l'OL, Nuama, c'est le joueur qui doit en théorie casser le rythme, accélérer, changer de rythme, varier et prendre l'espace, attaquer l'espace. Lui, il doit le faire. Alors c'est pas un joueur de profondeur pur jus, mais c'est un joueur qui doit dynamiser le jeu. Il doit changer de rythme. Et quand tu perds très vite Nuama, eh bien tu perds l'atout number one pour justement changer le rythme au cours du match. Ça a été pour moi le gros défaut de l'OL durant quasiment tout le match. Une forme d'emprise technique, oui, surtout dans la seconde mi-temps, mais une forme de stérilité parce que malheureusement, il a manqué ce joueur, cet impact player qui peut faire varier le rythme du match, changer le cours du jeu par une accélération, par un débordement, par un truc physiquement en plus. C'est ce qui a manqué à l'OL. Alors, si on reprend l'histoire du match, l'entame est pour nous en tout point, je dirais hors sujet, parce que entame vraiment en tout point catastrophique. Blessure de Nuama, il y a eu le 1-0 qui intervient après un corner où là, malheureusement, encore une fois, on voit un OL qui défensivement est très laxiste, avec 2 duels perdus de la tête, c'est pas possible. À ce niveau-là, quand tu perds autant de duels dans ton camp, dans tes 16 mètres, bah c'est pas étonnant que tu prennes un pion. Donc ça, c'était un point très négatif. Et dans la foulée, second corner, rebelote, ça passe de ça à côté du poteau de Lucas Perry. Donc oui, on a revu un OL qui, malheureusement, en début de match, durant, je dirais, environ 15-20 minutes, un OL qui, par séquence de jeu, déconnecte complet, quoi. Et ça, c'est un truc de fou. J'en parle souvent en débrief sur la chaîne. Par moment du match, sur quelques courtes séquences, on voit un OL qui peut déconnecter, avoir des oublis monumentaux. C'était le cas durant, je dirais, un bon quart d'heure du coup d'envoi jusqu'à la 15e minute. Et ça a été le cas aussi sur quelques petits moments en seconde mi-temps, vers la fin de match, vers la 80e minute, où, rappelez-vous, Lucas Perry est à ça de faire une grosse boulette quand il perd le ballon, parce qu'il prend trop de temps pour relancer. On sent qu'avec l'OL, on est souvent sur un fil, et que oui, on gagne, c'est bien, c'est vachement cool, mais que ça tient parfois à rien. Alors, ça, c'est le constat négatif. Maintenant,
sur ce qui est positif. Alors, je l'ai dit, en termes de match, compliqué, voire hors sujet, trop peu de duels gagnés, manque d'emprise sur le jeu, manque de qualité technique, manque de verticalité, bref, il a manqué beaucoup de choses pour inquiéter et pour faire mal et pour prétendre prendre des points contre une équipe concurrente, rivale pour les places européennes et notamment la Ligue des Champions. Donc à la mi-temps, objectivement, le 1 partout me paraissait à moindre mal pour l'OL. Et en seconde mi-temps, alors que l'on pouvait imaginer que Lille voudrait mettre un petit coup de collier, monter le curseur intensité, pressing, comme l'a fait Strasbourg le week-end dernier, eh ben non, pas du tout. On a vu un OL qui, à contrario, a su mettre une vraie emprise sur le match. Alors oui, c'est pas parfait. Il y a plein de défauts qu'il faut corriger. Techniquement, ça peut être mieux. Ça manque de profondeur, ça manque d'intensité. C'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Mais ce qu'il faut dire, c'est que cet OL-là, tout en intelligence de jeu et tactique, a su prendre le match par le bon bout et a su construire sa victoire. C'est ça qu'il faut retenir. L'OL a construit sa victoire qui est méritée. La seconde mi-temps, si vous prenez les différents momentum du match, l'entame de seconde mi-temps est plutôt bonne pour l'OL, avec un rythme pas non plus foufou, mais voilà, une emprise sur le match. Il y a, je dirais, environ 5-10 minutes de flottement, et après, c'est pour l'OL jusqu'à la fin du match, où là, Lille pousse parce que l'histoire fait qu'ils veulent revenir. Mais sinon, sur l'ensemble des 45 minutes finales, pour moi, c'est une victoire qui est méritée en tout point. Même si, attention, je pense qu'il faut recontextualiser ce LOSC-là. Très belle équipe en Ligue 1, bien sûr, top 4, candidat au top 4, il n'y a pas de souci. En LDC, parcours européen de grande qualité, des matchs mémorables contre Madrid, bref, rien à dire. Mais depuis quelques temps, depuis je dirais à peu près un bon mois, on voit un LOSC en 2 temps. En fait, nos défauts d'un OL à deux visages, Lille a quasiment les mêmes. L'OL a empêché Lille d'être au moins bon sur une mi-temps. Et ça, il faut le dire, c'est important de le souligner parce que ce Lille-là, avec Haraldsson, Fernandez Pardo, avec David, avec André Gomes, ils ont plein de bons joueurs de foot qui peuvent combiner, créer de vraies différences, techniquement sont très très forts, mais l'OL, par un plan de jeu vraiment intelligent, tout en maturité dans l'approche du match, eh bien l'OL a su construire sa victoire, et ça il faut le dire, c'est une victoire à la fois des joueurs bien sûr, mais aussi du staff qui ont fait un très bon boulot pour bien comprendre ce LOSC-là, et au final, je pense sincèrement que l'OL a su minimiser, atténuer les grosses qualités, les points forts du LOSC. En fait, l'OL, par son plan de jeu, a, je pense, objectivement annihilé le LOSC de Bruno Genesio. Ça, pour moi, c'est l'histoire du match. Donc un match plutôt bien maîtrisé, pas flamboyant, pas hyper intense, pas toujours très très juste techniquement, c'est vrai, mais un match qu'on a su construire avec une approche défaillante en termes de match très moyenne, qui pose d'ailleurs question sur le plan psychologique, est-ce que l'OL est préparé pour bien commencer ces matchs où il y a de gros enjeux ? J'ai quelques petits points d'interrogation sur le sujet, mais malgré tout, l'OL a su imprimer plutôt une emprise sur le match et a donc remporté les 3 points fort justement. On passe au classement de Ligue 1 que je mets à l'écran dans quelques instants. Le classement, le voici, le voilà. PSG champion de France le 5 avril 2025 avec 74 points. Début avril, déjà champion de France. Ça en dit long quand même sur l'intérêt sportif de la Ligue 1. Alors oui, déjà il faut être purement honnête et sincère. Bravo au PSG, parce que les matchs, il faut les gagner, les points, il faut les prendre, c'est sûr. Ils ont un bel effectif largement au-dessus de la mêlée, c'est sûr. Et ils ont aussi un très bon coach qui s'est fait tailler en pièces. Le coach Enrique, par des gens qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas, comme dirait Enrique, son foot. Bien souvent, j'ai écouté l'after-foot Riolo qui disait oui, Jiffy, Enrique, le 4-3-3 ne comprend rien. Pardon, mais je pense que ce coach-là, c'est une bénédiction pour le PSG parce qu'il a remis de l'ordre dans la machine, il a instauré une hiérarchie, et d'un point de vue tactique, ce que Paris fait en Ligue 1 et en LDC, c'est en grande partie dû au travail du coach Enrique. Mais cependant, parce qu'il faut être vraiment le plus honnête possible, si on prend l'intérêt sportif de la Ligue 1, moi en tant que fan de foot, d'amoureux de ce sport et de l'OL, ça fait chier. Moi, ça me fait chier, je le dis franchement, parce que quand on voit une Ligue 1 qui est comme ça martyrisée, écrasée, asphyxiée par un club tout-puissant qui a plus de 800 millions d'euros de budget, là où nous, qui sommes un club riche de Ligue 1, n'avons qu'à peine 250 millions d'euros de budget,
Évidemment, ça pose question. Où est l'intérêt sportif d'une Ligue 1 où les dés sont quasiment pipés d'avance, où Paris a 9 chances sur 10 d'être champion, voire 9,5 sur 10? Voilà, moi ça me pose question. Et si on veut stimuler en Ligue 1 la concurrence, faudra tôt ou tard se poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Parce que on lutte contre un club qui est un puits sans fond, un puits étatique, et nous, avec nos petites ressources made in Eagle et Textor, on est là à vouloir tenter de créer un semblant de concurrence, mais on n'y arrive pas. Et je sais que certains me diront en commentaire, mais Mika, tu es de mauvaise foi, parce que Paris écrase la Ligue 1, ok, mais c'est la faute de l'OL, de l'OM, de Monaco qui bossent mal, qui perdent des points bêtement. C'est vrai, il faut aussi le dire, parce que si Paris est champion en avril, c'est aussi la faute de l'OL. Parce que logiquement, Paris, on ne les jouera que 2 fois en Ligue 1. Une fois en phase aller et une fois en phase retour. Donc si tu retires les 2 matchs contre le PSG, on n'a pas d'excuses. Les points perdus contre Strasbourg, contre Auxerre et d'autres que j'oublie, c'est la faute avant tout de l'OL. C'est notre faute. On n'a pas su parfois gérer les moments clés de la saison. Ça, c'est vrai. Mais par contre, tôt ou tard dans le foot de haut niveau, l'argent fait la diff. Vous prenez tous les classements de la Ligue 1 depuis maintenant X années, depuis 10 ans, tôt ou tard, vous tombez exactement sur le même classement en termes de budget. Et tous ceux qui relativisent ça en balayant d'un revers de main l'argument du budget et de l'argent, du pognon dans le football de haut niveau, faisons un truc tout simple. Donnez à l'OL 800 millions d'euros, et on en reparlera. Voilà, point barre. Bref, à la 2e place, on a Monaco 50 points, Marseille 3e 49 points, et l'OL 48 points, suivi de Nice 47 points, et Lille 47 points. Strasbourg jouera demain, et peut, en cas de victoire, passer devant nous, et donc être top 4 en Ligue 1. Cependant, nous sommes à l'instant T le 4e de Ligue 1, donc virtuellement dans les places qualificatives pour la Ligue des Champions. Maintenant, 3e thème de la vidéo, on passe au top et au flop du match. Mon top du match. Alors, j'ai plusieurs joueurs qui m'ont plu. Je dirais, pour faire simple, que j'ai aimé le match de Densley Maitland-Niles, qui fait un match très complet, quasiment jamais pris à défaut, je crois, dans mon souvenir. Depuis quelques matchs, on voit un Maitland-Niles qui est beaucoup plus sérieux défensivement. Alors, offensivement, il me paraît aussi plus prudent, c'est vrai, mais défensivement, je trouve qu'il est plus sérieux et bien moins souvent pris à défaut. J'aurais pu très bien dire aussi Nakate qui fait un match, pour moi en tout cas, très sérieux, avec motivation, leadership, emprise physique, ce côté vraiment je rentre dedans. Alors parfois c'est un petit peu limite, c'est vrai, la faute qu'il fait sur Mukau, c'est une grosse faute, c'est vrai aussi, mais dans ce type de match qui sont tellement importants à enjeu, puissance 10, où il faut mettre du caractère, du leadership, tempérament, de la hargne et aller au duel, ma foi, Nakate l'a fait et il l'a plutôt bien fait. Donc je dirais Maitland-Niles, Nakate, et certains diront Mika, Matic, t'en parles trop souvent. Je trouve que Matic fait plutôt un bon match, précieux parce qu'il a su reculer quand il le fallait. Voilà, à la base de la création de l'équipe. Pour moi, c'est pas un mauvais match de sa part. Je dirais qu'il est dans mon top 3, 3e, après Maitland-Niles, Nakate, et sûrement Matic. Voilà, c'est mon trio du match. Ouais, c'est ceux qui m'ont le plus plu au cours de ce que j'ai vu pour l'Olympique lyonnais. Maintenant, côté flop du match, dans un match comme ça, où l'OL fait la très belle opération 4e de Ligue 1, je le répète, ça me fait chier de dire qu'il y a un joueur en dessous de la mêlée, mais malgré tout, il faut être objectif. Pour moi, Lacazette, il est en dessous. Il y a le péno qu'il met, c'est vrai, ça fait du bien, bien sûr, mais son match, moi, me déçoit, parce que dos au jeu, je trouve qu'il n'est pas assez fort sur les jambes. Dans l'espace, il n'a pas les cannes pour aller devant très très vite. Et techniquement, je trouve qu'il manque de justesse. Donc pour moi, c'est un match qui est dur. Pour lui, un petit peu, oui, en souffrance technique. Voilà. Donc c'est pas un énorme flop, mais dans un match comme ça, ton numéro 9, c'est lui qui doit te soulager, prendre les ballons, les garder au chaud, faire monter le bloc. Et surtout, stater, quoi, avoir plus d'occasions. Là, ce soir, à part le penalty, il n'y a rien, quasiment rien pour lui. Donc, pour moi, c'est mon flop du match. Mais mon vrai flop du match, c'est non pas Tessman, non pas Lacazette, non pas qui vous voulez de côté OL, c'est un certain Jean-Bière. La Ligue 1 a un nouveau Jean-Bière, c'est Jean-Bière Létang. Eh oui, Olivier Létang est nommé Jean-Bière du mois, parce que en bon larbin de Nasser Al-Khelaifi, Jean-Bière Létang a déposé une réserve contre Thiago Almada, une de plus, eh oui, une de plus dans le palmarès de l'ALN, l'association des larbins de
Nasser, qui frappe quasiment tous les week-ends en Ligue 1 dès qu'il joue l'OL, et qui, quand il joue Strasbourg, qui est aussi un club de stratégie multi-clubiste, étrangement, ne disent rien. Parce que oui, Almada qui vient à l'OL, ça les fait chier, réserve de Jambière, mais en même temps, quand Strasbourg aligne André Santos pour 0, Petrovic pour 0, et Mega pour une bricole payée par Chelsea et Bluco, là ça ne les dérange pas. Et quand l'an prochain Strasbourg fera jouer dans ses rangs un certain Amougou, le Stéphanois qui est un excellent joueur que Chelsea va acquérir et prêter dans la foulée à Strasbourg, je pense que Jean-Pierre Létang, comme Jean-Pierre Rivière, comme Jean-Pierre Caillot, comme Jean-Pierre Comolli et d'autres que j'oublie, ils ne poseront pas de réserve. Sur ce, les amis, je pars me reposer parce que d'ici demain matin, je serai logiquement, si Dieu le veut, papa d'une petite fenotte. Et quel plus beau cadeau pour ma fille qu'une victoire de l'OL top 4 en Ligue 1. Ça fait très très plaisir. Allez l'OL toujours plus que jamais. Bisous à tous.